Bonjour à tous, bienvenue dans Vox Pop. Au sommaire cette semaine, comment ne pas hypothéquer l'avenir des générations futures? Dérèglement climatique, épuisement des ressources, dettes. Nos modes de vie pèsent sur l'héritage que nous laissons aux générations futures, au point que certains évoquent la nécessité de leur constituer des droits. Mais peut-on penser nos existences et notre cadre juridique en fonction d'êtres humains qui n'existent pas encore? Comment mettre en œuvre des politiques qui prennent en compte cette dimension intergénérationnelle? Nous en débattrons avec Émilie Gaillard, maîtresse de conférences en droit à Sciences Po Rennes, et Sándor Fulop, ancien défenseur de l'environnement et des générations futures de Hongrie depuis Budapest. Notre enquête nous emmènera ensuite en Finlande où un site d'enfouissement profond créé à l'origine pour préserver les générations futures des déchets nucléaires suscite de larges polémiques. Sans oublier l'éclairage de nos correspondants, Michael Pereira au Portugal et Johannes Kulms en Allemagne. Voilà, c'est le multiplex européen de la rédaction de Vox Pop. C'est cette semaine et c'est parti. Quelle place donner aux générations futures dans la construction des politiques publiques en Europe? Des initiatives commencent à émerger de toutes parts. C'est le prologue et c'est tout de suite. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. 2019, la Suédoise Greta Thunberg s'impose comme la porte-parole des jeunes d'aujourd'hui et de demain. 2 ans plus tard, à l'ouverture de la COP26, la reine d'Angleterre elle-même a exhorté les gouvernements à prendre leurs responsabilités. Car chaque année, l'humanité dépense plus de ressources naturelles que la planète n'en génère. What leaders do for their people today is government and politics. But what they do for the people of tomorrow, that is statesmanship. Un crédit qui ne sera pas seulement écologique, mais aussi économique. Car le jour de sa naissance, chaque Européen est déjà endetté. Les dettes que nous contractons aujourd'hui devront être remboursées par ceux qui nous suivront. Je ne dirais pas que c'est une dette que nous avons envers les générations futures, mais bien une responsabilité. Comment protéger ceux qui ne sont pas encore nés? Est-il seulement possible de penser aux générations futures dans une Europe où le mandat politique moyen dépasse rarement les 5 ans? Ce qui, à l'échelle de la France, changerait tout, ce serait une très simple réforme constitutionnelle qui dirait « toute loi qui n'est pas conforme à l'intérêt des générations futures est inconstitutionnelle ». Pour sortir de la politique à court terme, certains États européens tentent de prendre en compte leurs futurs citoyens. En 1993, le Parlement finlandais a créé un comité de 17 élus chargé de préparer l'avenir du pays. En Hongrie, un défenseur des générations futures est rattaché au Parlement depuis 2008. La Norvège protège les citoyens de demain dans sa constitution depuis 2014. Au Pays de Galles, une commissaire indépendante aux générations futures a été nommée en 2015 et un poste similaire doit être créé en Écosse. Et quand les États n'agissent pas, la justice peut s'en saisir. En 2015 aux Pays-Bas, un juge a condamné l'État à revoir à la hausse ses futures ambitions écologiques. La Cour ordonne à l'État de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le but de cette décision est que fin 2020, elles soient inférieures de 25% par rapport à leur niveau de 1990. Au Pays de Galles, la commissaire aux générations futures a empêché la construction d'une autoroute. Mais comment être sûr que les futurs citoyens n'auront pas envie de l'emprunter? Peut-on vraiment parler au nom de ceux qui n'ont pas encore vu le jour? Alors que les crises se suivent en Europe, difficile d'anticiper celles à venir. Peut-on protéger les citoyens de demain sans oublier ceux d'aujourd'hui? Et pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir depuis Rennes Émilie Gaillard. Vous êtes maîtresse de conférences en droit privé à Sciences Po Rennes. Bienvenue à vous. Et Sándor Fulop, vous êtes professeur de droit de l'environnement à l'Université nationale de l'administration publique de Budapest. Vous êtes l'ancien médiateur pour l'environnement et les générations futures de Hongrie.
Émilie Gaillard, dans un sondage réalisé dans 10 pays, les 3/4 des 16-25 ans jugent le futur effrayant. Comment vous expliquez cette angoisse du futur ? C'est une génération qui est aux prises avec des crises existentielles de l'humanité. De notre temps, c'était plutôt des crises de type du chômage, des crises économiques, et on nous prédisait un avenir assez sombre sans emploi. Mais l'avenir que l'on prédit à ces jeunes, c'est un avenir avec des dérèglements climatiques, avec des pollutions chimiques transgénérationnelles, avec de l'irréversibilité. Et il faut comprendre qu'en même temps que l'on doit faire face à de nouveaux défis, on doit éduquer ces jeunes générations à être capables à faire face à ces défis. Oui, effectivement. Je me souviens qu'un physicien célèbre en Hongrie a écrit « Si vous êtes né après 2000, vous mourrez soit dans une guerre, soit dans une famine, soit dans une pandémie. » Ce n'est pas une perspective très réjouissante. Émilie Gaillard, est-ce que vous avez une idée de quand est-ce que ce concept de responsabilité de nos générations vis-à-vis des générations futures est né ? Alors, ça dépend à qui on s'adresse. Si on s'adresse aux peuples autochtones, c'est dans la cosmogonie universelle de tous les peuples autochtones à travers la planète. Souvent, on dit que les peuples autochtones réfléchissent aux conséquences de leurs actes jusqu'à 7 générations après. La grande rupture, c'est pour les Occidentaux, car nous sommes dans l'immédiateté, dans l'ici et le maintenant. Or, nous sommes rentrés dans une société avec des nouvelles technologies, avec des risques que l'on a créés qui ont des conséquences. Et pour nous, les Occidentaux, c'est un changement complet de paradigme. Donc, pour répondre à votre question, tout dépend à qui on s'adresse. Mais on a des premières affaires en justice à l'international, notamment une affaire de phoques dans le détroit de Bering en 1893, où pour la première fois, les États-Unis ont voulu protéger les phoques et se dire qu'ils étaient les protecteurs temporaires pour les générations futures. Et progressivement, cela a émergé en droit comme le concept de patrimoine commun de l'humanité. Mais justement, est-ce qu'il n'y a que dans le secteur de l'environnement que cette nécessité de protéger les générations futures, en fait, a émergé ? Pas tout à fait. En fait, il y a plusieurs émergences à travers différents concepts, notamment dans le domaine des droits de l'homme. À l'époque, on n'imaginait pas que le concept de droit de l'homme, un environnement sain, puisse vraiment être un droit fondamental. On doit rajouter aussi tout ce qui concerne la bioéthique, parce que pose la question du clonage humain, du changement génétique, de la modification génétique de l'espèce humaine. A-t-on le droit ou pas de le faire ? Tout ça, ce sont des questions qui sont véritablement d'actualité. Et donc, on va avoir le droit des sociétés, les droits des multinationales qui doivent protéger les générations futures, le droit de la finance, la comptabilité publique. C'est une grande transformation de choix de société. Je dirais même de choix de civilisation. Alors, si certains États ont pris conscience de leurs devoirs envers les générations futures, la majorité reste très éloignée de ces préoccupations et c'est notamment le cas au Portugal. C'est bien ça, Michael ? Oui, c'est vrai, Nora. En 2018, la Fondation Calouste Gulbenkian a étudié les discours de nos députés en séance plénière entre 1974 et 2017, que ce soit sur des sujets liés à l'environnement, à la dette publique ou à la sécurité sociale. Dans 97% des cas, il n'y a aucune mention des générations futures ni de justice intergénérationnelle. Ce qui signifie que les futurs bénéficiaires du système de retraite, par exemple, sont exclus du débat et qu'une population à laquelle nous laisserons une dette publique qui dépasse déjà 117% du PIB n'est pas non plus prise en compte. Mais Michael, comment expliquer ce manque de considération ? Eh bien parce que les électeurs sont plus préoccupés par le présent que par l'avenir. La preuve, avec une enquête réalisée en 2019, la moitié des Portugais a refusé, par exemple, de taxer les héritages pour créer un fonds pour les générations futures. Et ce, malgré le fait que 77% d'entre eux considéraient que chaque génération devait transmettre plus de ressources qu'elle n'en avait reçues. Merci beaucoup, Michael. Émilie Gaillard, on voit à quel point il est difficile en fait de penser les générations futures dans les politiques publiques. Le seul moyen de cette prise de conscience, c'est-il d'avoir une forme de lobby citoyen, comme ce qu'on a pu avoir avec les jeunes, avec les manifs pour le climat ces derniers mois ?
Tout à fait. Alors j'aurais tendance à dire que jusqu'à présent, on disait qu'il y avait 3 grands pouvoirs dans nos démocraties, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Eh bien, nous avons un 4e pouvoir, véritablement pour faire naître, vivre cette démocratie environnementale, cette démocratie transgénérationnelle, et elle prend force de conviction à travers la société civile. Sander Fulop, vous, de votre côté, à l'époque où vous avez pris ce poste de défenseur des générations futures et de l'environnement, est-ce que ça a été aussi à la suite d'une pression citoyenne? Comment a été créé votre statut? En fait, il découle d'une campagne d'une organisation civile, une organisation de lobbying. Elle a vraiment joué un rôle majeur, puisqu'en 2007, il y a eu la création d'un médiateur indépendant. C'était un sujet auquel on pensait déjà dans les années 80-90, car nous étions dans une situation quasi idyllique après le changement de régime. Nous étions assez enthousiastes et nous pensions que nous pouvions faire beaucoup mieux qu'avant, voire devenir un modèle pour certains pays. Mais nous nous sommes vite rendus compte que nous avions les mêmes difficultés que le reste du monde. Oui, on est en plein conflit, effectivement, temporel, c'est-à-dire qu'on doit penser le très long terme dès maintenant. Et pourtant, les temps des élections sont des temps très courts. Donc on a effectivement ce paradigme du court-termisme où en fait les élus sont pris en étau par le temps présent. Mais on n'a pas d'autre choix que de s'y essayer. Au niveau du Conseil de l'Europe, à l'heure actuelle, la question de la reconnaissance du droit à un environnement sain est en discussion. Le président de la Cour européenne des droits de l'homme est très en faveur de cette reconnaissance. Donc il y a vraiment un momentum aujourd'hui. Alors dans ce momentum, la question de l'enfouissement des déchets nucléaires est devenue un enjeu pour les générations futures. En Finlande, par exemple, un projet suscite de nombreuses polémiques. C'est une enquête d'Andrea Orvin. À 450 mètres de profondeur dans le sol finlandais. Ces galeries sont destinées à accueillir une sépulture hors du commun. Les déchets nucléaires des 5 centrales du pays. Ces déchets seront d'abord encapsulés dans des cylindres de cuivre en dehors du site. Puis ils seront placés dans des trous dans la roche comme celui-ci. Autour des capsules de cuivre, dans les trous, il y aura de l'argile pour isoler le cuivre des écoulements d'eau. Un site unique au monde, construit depuis 2001 par Posiva, l'entreprise finlandaise de gestion des déchets radioactifs sur l'île d'Olkiluoto, à côté de 3 centrales nucléaires. À terme, 9000 tonnes de déchets y seront ensevelies, réparties dans plus de 60 km de tunnels. En Europe, aucun pays n'a trouvé de solution durable pour gérer des déchets nucléaires dont la radioactivité peut rester dangereuse pendant 1 million d'années. La plupart les stockent dans des piscines de refroidissement, comme à La Hague en France, ou sous des dalles de béton, comme à Cordoue en Espagne. Onkalo, la cave en finnois, fait figure d'exception. Le site a été conçu pour résister 100 000 ans. Une fierté pour la Finlande, où très peu d'opposition existe face au nucléaire. Mais ce site d'enfouissement est-il vraiment sûr pour les prochaines civilisations ? D'ici 100 000 ans, plusieurs aires glaciaires vont recouvrir la Finlande d'une épaisse couche de glace et de neige, le permafrost. Selon Posiva, la roche de l'île où est construit Onkalo, au cœur d'une forêt, serait capable de résister à de telles conditions. La roche que vous voyez ici est très vieille. Elle a plus d'1,8 million d'années. Elle est restée stable pendant très longtemps. Il est donc très probable que pendant la prochaine ère glaciaire, aucune nouvelle fracture ne se crée et que les conditions restent les mêmes qu'aujourd'hui. Les propriétés de résistance prêtées à cette roche ne font pas l'unanimité. Jari Natunen est biochimiste, spécialisé dans l'activité minière. Selon lui, Onkalo ne tiendra pas 100 000 ans.
Les géologues de Posiva disent que cette roche est d'aussi bonne qualité que celle des autres sites candidats étudiés. Mais c'est faux. Elle a des fissures. C'est une roche fracturée. L'ère glaciaire est une grande menace, surtout à cause de la glace. Sa masse est énorme. Elle va compresser la roche et pourrait provoquer de nouvelles fractures. Et bien sûr, dans ces conditions, de l'eau va s'infiltrer et transformer la roche de façon dramatique. Et cette eau risque de fragiliser les fameux cylindres de cuivre dans lesquels sont enfermés les combustibles radioactifs. Le principal problème, ce sera avec le bouchon d'argile, qu'on appelle bentonite, et qui entoure les cylindres. Quand ce bouchon aura gelé, il fera pression sur les cylindres de cuivre. Ceux-ci ne seront pas assez résistants et risquent de se briser. C'est le pays voisin, la Suède, qui a fait naître des soupçons sur ces cylindres en cuivre. Bien qu'à l'initiative du modèle Donkalo, le gouvernement suédois, contrairement à la Finlande, n'a toujours pas donné son accord pour ensevelir les déchets, en cause d'inquiétants résultats d'études. En Suède, l'entreprise de gestion des déchets nucléaires SKB a elle-même placé des capsules à 450 mètres sous terre. Mais ils les ont retirées de la roche en 2019, au bout de 20 ans. Donc on sait que quelque chose ne va pas avec le cuivre. Malgré ces doutes, Eurajoki, la commune sur laquelle a été installé Onkalo, ne s'est jamais opposée au projet. Et ce n'est pas vraiment un hasard. Cette petite ville de 9400 habitants abrite également 3 des 5 centrales nucléaires du pays. Elles appartiennent à TVO, l'un des leaders du nucléaire finlandais. À la fin des années 90, TVO, Posiva et la ville d'Eurajoki ont négocié ensemble un accord financier. Posiva a accordé un prêt à la municipalité et grâce à cet argent, la ville a pu se construire une nouvelle maison de retraite. Eurajoki s'est également fait financer un nouveau stade de hockey et diverses rénovations. Chaque année, les industriels du nucléaire versent 20 millions d'euros de taxes à la municipalité et emploient 20% des habitants. D'ailleurs, le maire n'hésite pas à s'afficher dans des spots publicitaires de TVO, faisant la promotion de jobs d'été dans les centrales, moyennant des logements gratuits. Une proximité entre la ville et l'industrie dont tire bénéfice Posiva, l'entreprise qui construit le site d'Onkalo. Certains sites candidats n'étaient pas familiers de l'industrie nucléaire. Ils étaient contre le projet d'enfouissement. Donc on a décidé de ne pas s'y installer. À Eurajoki, les gens, eux, ont été habitués. Quasiment tout le monde connaît quelqu'un qui travaille dans ce secteur. Ils ont conscience du niveau de responsabilité dont nous faisons preuve. C'est pourquoi les habitants ont une vision plus positive du nucléaire. Cette absence d'opposition n'est pas sans conséquences pour le pays. Satou Hassi était ministre de l'Environnement en 2000 dans le gouvernement qui a voté en faveur d'Onkalo. Et aujourd'hui, elle se sent flouée. La décision qui a été prise quand j'étais ministre n'était pas un permis pour stocker les déchets nucléaires. C'était un permis pour faire plus de recherches sous terre. Ce que je comprends, c'est qu'enfouir les déchets dans la roche est l'option la plus sûre que nous connaissions aujourd'hui. Mais en réalité, sur une période aussi longue, personne ne peut garantir que ce sera sûr. À ce jour, ni le gouvernement ni le Parlement n'ont été informés de recherches concernant d'autres options. Et cela m'inquiète. Un projet dont les générations futures ne sauront peut-être rien. Car Posiva ne veut laisser aucune trace visiblement durable de cet emplacement. Aucun panneau, aucune barrière ne viendra indiquer que des milliers de tonnes de déchets radioactifs reposent sous terre. Bien sûr, aujourd'hui, il est impossible de savoir quelle langue les générations futures parleront, ni ce qu'il se passera ici. Si nous mettions des panneaux, l'ère glaciaire viendrait les détruire.
Donc, ce n'est pas à nous de gérer cela. L'absence de volonté de Posiva de marquer la présence du site d'enfouissement est une façon de fuir leurs responsabilités. Le problème, c'est qu'il n'existe aucune loi au niveau de l'État qui les oblige à marquer le site. Pourtant, la responsabilité est bien là. Je crois qu'il faut signaler la présence des déchets pour qu'ils puissent être enlevés, au cas où les générations futures trouveraient une meilleure solution pour les gérer ou un meilleur endroit pour les stocker. Pour l'instant, l'entreprise s'attelle à vendre son modèle. Depuis 2016, sa filiale propose son expertise à des clients du monde entier. Royaume-Uni, Chine, Suisse, République tchèque. Les générations futures vivront peut-être, sans le savoir, avec des dizaines d'Onkalo sous leurs pieds. Sándor Fulop, est-ce que vous diriez que cette question de l'enfouissement des déchets nucléaires est symbolique de ce combat pour les générations futures ? Eh bien, c'est surtout le symbole de notre négligence envers leurs intérêts particuliers. Probablement que les centrales nucléaires de la 4e génération seront un jour capables d'utiliser ces combustibles nucléaires usagés. Mais pour le moment, nous n'avons pas vu de succès en la matière. C'est donc une opération assez téméraire que de repousser tous les problèmes sur les générations à venir. Vous savez qu'en France, on a un seul site sur lequel on fait un laboratoire, c'est à Bure, pour enfouir nos déchets radioactifs. Nous n'avons aucun site de plan B. J'insiste bien sur la durée des déchets radioactifs les plus dangereux, 5 milliards d'années. On n'a aucune possibilité de garantir raisonnablement la sécurité du site. Nous n'avons même pas la possibilité de leur garantir d'avoir accès à l'information selon laquelle l'entrée sur ce site est dangereux. Je vous rappelle que dans les pyramides, il est indiqué qu'il ne fallait pas entrer. Nous sommes rentrés dans ces pyramides. La question des déchets radioactifs est vraiment un cas d'école d'injustice environnementale transgénérationnelle. Mais Sándor Fulop, vous qui avez été ancien ombudsman, c'est-à-dire ancien défenseur pour l'environnement et les générations futures de Hongrie, quel peut être le rôle d'un ombudsman, d'un défenseur dans un cas comme celui-là ? Eh bien, nous étions très ouverts aux revendications des gens, que ce soit les communautés locales, les ONG. Nous écoutions leurs plaintes et examinions ensuite tous les dossiers gouvernementaux qui s'y rapportaient. Bien que nos avis restent facultatifs, généralement le gouvernement et les organes administratifs acceptaient nos suggestions. La deuxième fonction était la démocratie parlementaire. Nous recevions tous les projets de décrets gouvernementaux, tous les projets d'actes parlementaires, et nous essayions de les influencer. Nous avions également une fonction de think tank pour attirer l'attention des gens sur des procédures intéressantes dans nos sociétés. Mais est-ce que cette institution a survécu à l'arrivée de Viktor Orban au pouvoir ? Les politiques au pouvoir se sont vite lassés de nous. La lune de miel s'est terminée après quelques années. Mais à ce moment-là, nous avons bénéficié en fait d'un soutien très très fort de la part de divers autres partis, d'ONG et de la communauté scientifique. Il y a donc eu un compromis. Le poste de médiateur pour les générations futures a été supprimé en tant que tel. Mais l'homme a pu continuer en étant nommé adjoint du médiateur d'État. Et il fait toujours un très bon travail. Alors, si certains États ont du mal à instaurer un droit des générations futures, la Cour constitutionnelle allemande, elle s'est saisie du sujet. C'est bien ça, Johannes ? Oui, on peut dire ça, Nora. En avril, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a retoqué la loi climat du gouvernement. Cet arrêt fait suite à l'action en justice qui avait été lancée en décembre 2019 par une quinzaine de plaignants en Allemagne, mais aussi au Bangladesh et au Népal. Avec à leur tête Luisa Neubauer, la représentante la plus connue ici de Fridays for Future, le mouvement de protection du climat. Mais Johannes, en quoi cette décision marque-t-elle un tournant dans la sphère juridique et politique ?
L'aspect historique de cette décision de justice, c'est qu'il est interdit de faire peser sur les générations futures le fardeau de la lutte contre le changement climatique. Les juges ont demandé au gouvernement de réviser la loi avant le 31 décembre 2022. Entre-temps, Berlin a réagi en déclarant que les émissions de CO2 devraient être réduites de 65% d'ici 2030 au lieu de 55% comme prévu initialement. L'Allemagne vise également la neutralité carbone non plus en 2050 mais en 2045. Merci beaucoup, merci Johannes. Alors, Émilie Gaillard, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne semble avoir préempté en fait ce champ. Est-ce que ça pourrait se décliner ailleurs ? Tout à fait. Alors, je tiens à rappeler que la première affaire en justice à avoir donné raison aux droits des générations futures, c'est la Cour suprême des Philippines en 1993, dans l'affaire Oposa versus Factoral. Et Tony Oposa a mis fin à une déforestation massive. Et c'est cette action-là qui forme le précédent de toutes les actions en justice climatique. Et Karlsruhe a vraiment marqué une étape historique d'évolution, parce qu'elle a dit clairement que les générations futures ont des droits fondamentaux et que nous avons des devoirs fondamentaux envers elles. Donc la prochaine étape, c'est de mettre en ordre de marche de nouvelles affaires en justice pour étoffer ces devoirs fondamentaux. Absolument. Et vous savez, il y a un autre développement institutionnel très prometteur. C'est l'activisme juridique. Plus de 1500 litiges climatiques ont été lancés depuis les années 90. Et au cours de la dernière décennie, des tribunaux ont obligé les gouvernements à prendre des mesures climatiques renforcées, comme dans l'affaire Urgenda aux Pays-Bas, ou comme dans plusieurs États américains. C'est vraiment très encourageant. Mais de manière plus large, est-ce qu'on peut penser au quotidien cette articulation, cette conscience de l'avenir et du futur quand on est tiraillé entre fin du mois et fin du monde, Émilie Gaillard ? Une plus haute conscience de responsabilité envers les générations futures ne peut que aller de pair qu'avec une plus haute conscience de responsabilité envers les générations actuelles. La pandémie que nous vivons actuellement est vraiment un cas d'école, en fait, selon laquelle aujourd'hui, si nous ne luttons pas contre la déforestation, si nous ne prenons pas soin de notre biodiversité, si nous ne changeons pas de modèle d'agriculture, nous mettons notre vivre ensemble en danger. Eh bien écoutez, j'entends que nous devons garantir les droits des générations actuelles pour mieux garantir ceux des générations futures. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Émilie Gaillard depuis la France, Sándor Fülöp en Hongrie, Michael Pereira au Portugal, Johannes Kulms en Allemagne. Et voilà, Vox Pop, c'est terminé. Cette émission était la dernière. Merci à tous de votre fidélité, de vos encouragements. Merci aux équipes qui ont travaillé, qui ont permis tous ces échanges. Comme d'habitude, vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions en replay sur le site d'arte.tv. On vous attend également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour réagir et commenter. Très belle semaine à tous. Tchuss.